l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Voilà, nous sommes en direct. Bonjour Mickaël, bonjour Christian Proutot. Il est inutile de vous être présenté. Vous êtes le fondateur du GIGN et nous sommes, je ne dis pas ravis, mais en tout cas contents que vous soyez là ce matin, car la situation est en train d'évoluer de minute en minute, notamment parce que chez nos confrères de RTL, le ministre de l'Intérieur donc vient de tenir les propos que nous allons écouter, que nous allons réécouter, car ils ont déjà été diffusés dans le journal de 8 heures, il y a quelques instants avec Béatrice Mouedine, et ces propos traduisent une évolution de la situation. Claude Guéant. Mais c'est assez étrange qu'on n'ait rien vu du tout. Il n'y a eu aucun mouvement cette nuit. Comme vous le savez, les volets de son appartement ont été explosés hier soir par le raid, afin que l'on puisse y voir, et puis tout ça aussi pour permettre de lancer des projectiles non létaux qui le maintiennent en éveil, l'empêchent de dormir, le fatiguent et fassent une certaine pression sur lui dans la négociation. C'est assez étrange qu'il n'ait jamais réagi. On a entendu à un moment 2 coups de feu, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Vous n'écartez pas l'hypothèse, donc, qu'il ne soit plus vivant? Toutes les hypothèses sont ouvertes, mais il faut que nous le sachions. Voilà donc les propos qui viennent d'être tenus par le ministre de l'Intérieur qui dirige à Toulouse donc les opérations. Quel est votre sentiment, vous, l'homme d'expérience? Je trouve que même si à un moment je considérais qu'effectivement, compte tenu du premier échec, de l'échec du premier assaut, dans la mesure où il y avait eu un contact, la conciliation pouvait amener à la reddition. À partir du moment où on s'est aperçu que la reddition ne fonctionnait pas et que même délibérément il a été décidé d'ébranler ses convictions et ses certitudes, puisque on s'est dit que peut-être, c'était le terme qui avait été employé, en lui faisant un peu peur, ce qui paraît un peu paradoxal compte tenu de la stature du personnage depuis qu'il a commis toutes ces exactions. Je pensais que on changerait de stratégie. C'est-à-dire que d'abord, on le voit à travers ce que dit le ministre, personne n'est capable de savoir s'il est en particulier encore vivant. En plus, il y a des affirmations. Ça serait quoi? Ce serait le syndrome des grenades assourdissantes qui ont explosé cette nuit? Non, les grenades assourdissantes n'étaient pas en mesure de faire autre chose que de lui faire un effet de choc. Qu'il se soit suicidé lui-même. Alors voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que on a dit, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être c'est ce qu'il apparaissait à travers ses propos, mais c'est souvent pas le cas dans ce type de personnage qui est jusqu'au boutiste. La plupart sont suicidaires, on le sait. Donc on est à peu près sûr que l'envie d'en découdre, à un moment ou un autre, étant donné la posture qu'il s'est donnée, c'est-à-dire d'être ce combattant isolé qui va aller jusqu'au bout, il est possible qu'il soit suicidé, mais il y a des moyens pour vérifier. Qui voulait mourir les armes à la main, pourquoi ne pas donner l'assaut maintenant? Alors ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, d'autant moins que je ne le comprends plus tout à fait maintenant. Je pouvais le comprendre à un certain moment, tant qu'il y avait une issue de reddition. À partir du moment où il n'y a pas cette issue de reddition, puisque là, apparemment, selon ce que dit le ministre et selon les témoignages des envoyés des différentes chaînes qui sont autour, il se passe manifestement plus rien, ou alors effectivement il a mis fin à ses jours, ou alors il est endormi, mais il existe des chaînes d'intervention, des robots, un certain nombre de moyens destinés à protéger le personnel, et il y a, avec les moyens, avec les unités qui existent, les équipements que ces unités ont en France, en particulier le GIGN, et il y a une mutualisation entre les deux unités, le moyen d'aller au bout de cette affaire qui maintenant prend une tournure qui n'est pas tellement normale. Compréhensible pour un spécialiste comme vous. Compréhensible, tout à fait. Pour un spécialiste comme vous. Surtout avec un seul homme, sans otage. Mais par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner ce matin, Christian Proutot, un exemple d'une technique qui aurait pu, j'allais dire, abréger cette situation? Les chiens, par exemple? Oui, les chiens d'intervention. Attendez, on n'est pas dans un endroit immense. Pour l'instant, on ne sait pas exactement, donc il faut rester très très prudent ce matin. Et ça fait plus de 30 heures que ça dure. Tout l'immeuble de ce quartier, de Toulouse a été évacué, donc seul dans son appartement. Et il y a quand même une pléiade d'hommes d'intervention autour. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine forme d'incompréhension de l'opinion ce matin. Le nombre n'y fait rien. Après, il y a un choix tactique pour avoir un certain résultat. Toutes les unités, en particulier le GIGN ou le RAID, ont bien sûr à cœur de ramener les prévenus devant la justice pour qu'ils aient à s'expliquer de leurs actes. En l'occurrence, encore peut-être plus, si tant est qu'il y ait une graduation à faire dans ce genre de situation, dans ce cas précis. Mais il est tout seul.
il est dans un endroit qui est quand même pas un hall de gare, qui est relativement restreint. On a fait un certain nombre de choses qui n'ont pas conduit à sa reddition. Donc, il aurait dû y avoir un choix, mais il ne m'appartient pas. Moi, je ne fais que constater. Mais qu'est-ce qui est incompréhensible pour vous, par exemple, pour être clair? Eh bien qu'à partir du moment où on savait qu'il n'avait pas respecté, entre guillemets, l'espèce d'accord tacite qu'il y avait... Avec le négociateur, quand avec il dit je vais me rendre dans la journée, puis en début de soirée. Bon, voilà, je pense qu'à ce moment-là, les autorités doivent faire cesser le trouble à l'ordre public. Et on pouvait le faire, à mon avis, sans exposer le personnel, avec les moyens que l'on connaît, et sans atteindre à la vie. Est-ce que vous dites, Christian Proutot, que les moyens du RAID ne sont pas suffisants? Mais je ne sais pas ce qu'ils ont amené sur place actuellement, vu la manière dont les explosifs ont été utilisés et tout. Je pense qu'il y avait d'autres moyens qui pouvaient être utilisés, que peut-être ils n'avaient pas à ce moment-là... Sans faire de guerre de police, est-ce qu'il aurait mieux fallu envoyer les gendarmes? Non, en supplément du RAID, pourquoi pas? Je ne sais pas s'il fallait envoyer les gendarmes. Je sais, comme je l'ai déjà dit dans d'autres interventions où c'était pas le RAID qui était intervenu, que le gouvernement a le choix entre plusieurs unités. Comme il l'a fait à Marignane, il a fait le choix du GIGN dans le cas précis d'une intervention difficile. Là, on sait qu'il est lourdement armé. Il y a dans les moyens que possède le GIGN et à travers la mutualisation qu'on essaye de faire de ces deux unités, des échanges d'expériences qui ont été faits. Si le GIGN avait été ne serait-ce qu'à côté du RAID, je pense que pour l'État, je parle ni pour le GIGN ni pour le RAID, par rapport à une décision qui doit être prise pour ramener à la justice ce tueur, il y avait à ce moment-là intérêt à mutualiser tous les moyens et que la prise de décision soit faite comme on le fait souvent dans des situations difficiles, avec, disons, le maximum de gens qui ont l'expérience. Et ça ne nuit à l'ego de personne. C'est juste au nom de l'efficacité. Christian Proutot, le mot d'ego, ça veut dire qu'il y aurait au sommet de l'État une sorte de préférence pour la police à l'égard des gendarmes. Écoutez, au bout de 30 heures, je me pose la question, puisqu'on dit que maintenant la gendarmerie dépend directement du ministère de l'Intérieur. Je ne comprends pas ce parti pris d'insister alors que tout le monde prend des risques dans cette opération. Les hommes du RAID ont déjà payé. Justement, est-ce que ce qui donne le temps que nous connaissons ce matin ne provient pas peut-être de la surprise des gens qui sont arrivés au pied de cet appartement, c'est-à-dire de prendre une centaine d'impacts de balles, que l'un soit blessé au genou et l'autre ait pris une balle dans la tête. Une centaine d'impacts semble dire, alors qu'on ne connaît pas l'état de Mohamed Merah ce matin, qu'il est quand même extraordinairement ou lourdement armé. Oui, mais ça de donc ils ont reculé parce qu'ils... Non, mais attendez, il est tout à fait naturel et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. J'ai quand même eu l'honneur d'être à la tête de mon unité pendant 10 ans et de mener 64 opérations. Je sais comment fonctionnent ces gens qui sont retranchés. Je l'ai expliqué à chaque fois qu'on m'en a posé la question. Donc je ne mets pas en cause à ce moment-là la détermination du RAID. Je dis qu'ensuite, à partir du moment où la négociation n'a pas fonctionné, il y avait d'autres moyens d'arriver au résultat que l'on veut, c'est-à-dire de l'arrêter, et que pour cela, la mutualisation des moyens, dont on parle tout le temps, était nécessaire, indispensable. Christian Proutot, on arrive au bout des 30 heures. Qu'est-ce qui va se passer dans les minutes, dans l'heure qui vient? Est-ce qu'il faut accélérer le mouvement? Est-ce qu'il faut aller voir à l'intérieur de l'appartement ce qui se passe? Est-ce qu'il faut enfoncer la porte? Non, mais apparemment, le RAID a déjà fait sauter des portes ou des fenêtres, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais vu ce que vient de dire le ministre de l'Intérieur, qui a un doute sur la survie ou pas du tueur présumé. Oui, il a un doute parce qu'on n'a plus signe de vie de lui depuis un moment. Et on sait que par rapport à ce genre de situation, la nuit, contrairement à l'adage, ne porte pas conseil. Et les gens, se retrouvant dans le noir, peuvent tout d'un coup... On n'aurait peut-être pas dû attendre aussi longtemps. À partir du moment où on se rendait compte qu'il n'y avait plus de contact, le temps jouait contre nous. Ça, c'est certain. Il y a un moment, le temps joue pour nous tant qu'on a le lien, aussi ténu soit-il. À partir du moment où on n'a plus le lien, surtout si on veut le prendre vivant, il y a tout ce qui se passe dans les périodes dépressives qui ont suivi les périodes d'exaltation. Et j'espère que non, parce qu'il est important de savoir si effectivement il a été soutenu ou pas, je crois pas, même s'il a eu peut-être des contacts qui lui ont permis d'avoir ses moyens en armes qui sont quand même relativement lourds, mais son opération, il faut savoir si c'est l'opération d'un loup solitaire ou si elle est téléguidée. Je pense plutôt que c'est un loup solitaire, mais il faut le savoir. Et s'il n'est plus là
pour le dire. Comme déjà dans les négociations, il a dit qu'il était tout seul, peut-être il protégeait quelqu'un d'autre. Depuis le début, il y a énormément de chaînes d'information et de radio sur place. L'électricité a été débranchée, donc effectivement, sauf s'il a des moyens autonomes, il ne peut plus entendre ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce que pour une intervention, c'est un problème, ça? Ah oui, bien évidemment, parce que les gens se mettent en scène. Vous l'avez vu, il s'est mis en scène lui-même. Il s'est filmé. C'est quand même important de se dire que par rapport à ce qui se passe dans la tête de ce type de psychopathe qui passe à l'acte, il s'est retrouvé à un moment refoulé avec tout ce que ça comporte comme dans son esprit d'humiliation de l'armée française. Et tout d'un coup, il endosse un combat qui n'est pas le sien, mais qui lui donne d'exister pour quelque chose. Tous les propos qui sont retransmis, semble-t-il, via le négociateur, il aurait dit à un moment, bon, en dehors, qu'il visait d'autres cibles, mais je suis en train de mettre la République à genoux. Donc ça, c'est peut-être la situation ou le comportement de quelqu'un qui peut vérifier à la télévision, en écoutant les radios, que finalement tout le monde s'intéresse à lui. Non, mais il n'y a pas que ça. Quand vous avez autour de vous leur aide, et il n'est pas fou, il sait très bien quelle est l'unité qu'il a en face de lui, cette mise en avant de sa personnalité qui n'existait pas avant cette opération, elle est faite de fait, si j'ose dire. Christian Proutot, vous entendez peut-être la polémique qui est en train de monter un petit peu. La police, évidemment, et l'antiterrorisme connaissaient donc son existence. Et on s'interroge aujourd'hui sur le niveau de surveillance. Pourquoi ne l'a-t-on pas arrêté avant? Est-ce que vous entendez cette polémique monter, vous aussi? Oui, alors là, autant sur l'aspect opérationnel de l'intervention, on peut discuter, autant là, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que c'est facile de dire qu'effectivement, étant identifié, pourquoi n'était-il pas plus surveillé pour pour vérifier une montée en puissance de quelqu'un qui, au départ, n'était pas identifié, en dehors d'être, comme avait qualifié ce genre de jeunes, un de nos ministres, un sauvageon, hein. Il n'y avait pas de quoi imaginer un tel passage à l'acte. Sinon, effectivement... Le même ministre dit on aurait pu l'arrêter avant. On aurait pu l'arrêter dès qu'il a commis son premier meurtre sur les gendarmes, sur les militaires. J'ai pas entendu le ministre le dire. S'il a dit, il emporte la responsabilité qui s'explique sur ce phénomène. Moi, j'ai plutôt... C'est un phénomène de réflexion. C'est-à-dire qu'après le meurtre des 3 militaires, on se dit peut-être, parce que le travail des policiers pour le loger a été formidable, mais qu'on aurait peut-être pu mettre tous les moyens dès le lendemain du meurtre des 3 militaires et de ne pas attendre ce qui s'est passé dans l'école pour essayer de le trouver, puisque visiblement, une fois que ça s'est passé à l'école, les moyens ont été mis d'une manière massive, avec des résultats quand même, en termes de localisation, formidables. Mais je suis pas parmi les adresses IP, parce que tout démarre des adresses IP. Je ne sais pas à quel moment arrive le témoignage du concessionnaire, mais c'est sûr qu'à partir du moment où on avait l'adresse IP de la maman et qu'on savait que les 2 enfants... Qu'est-ce que vous appelez l'adresse IP? C'est l'adresse Internet. Oui, absolument. Voilà. Et donc, cette adresse, ayant identifié dans les gens qui avaient appelé ce militaire pour l'achat de cette moto, madame, je n'ai plus son nom en tête, la maman des 2 frères, dont Mohamed Merad, il y avait une éventualité de pouvoir déjà peut-être faire une interpellation, puisqu'on était dans le cadre de la lutte antiterroriste, et on n'avait pas besoin de beaucoup d'éléments, comme c'est le cas d'une arrestation normale. Ça n'a pas été fait. Je ne sais pas pourquoi. Le procureur a expliqué, c'est parce qu'il n'avait pas assez d'éléments. C'est le procureur qui a pris la décision. Merci Christian Proutot d'être venu ce matin donc pour nous donner toutes ces explications sur la situation à Toulouse, qui semble-t-il évolue d'heure en heure. On va faire le point dans un instant avec Béatrice Mouedine.